Au printemps 1932, les campagnes ukrainiennes commencent à mourir de faim. Cette situation pousse les responsables soviétiques d'Ukraine à réagir. Dans une lettre datée du 10 juin 1932, ils écrivent à Staline pour l'informer de ce qui se passe en Ukraine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'hésitent pas à se montrer très critiques envers le régime. Au moins 100 districts ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. J'ai visité de nombreux villages et j'y ai vu partout des affamés. Les femmes pleurent, les hommes aussi parfois. Pourquoi avez-vous créé artificiellement la famine? On avait une récolte, pourquoi avoir tout confisqué? Même sous l'ancien régime, personne n'aurait agi ainsi. Ils font aussi la demande de revoir à la baisse les objectifs de prélèvement, estimant que ceux exigés ne sont juste pas tenables. Staline lui-même semble conscient du risque de famine. Dans une lettre du 18 juin, il écrit « La situation réelle de chaque kolkhoz n'a pas été prise en compte, et en conséquence, un certain nombre d'Ukrainiens se sont retrouvés ruinés et touchés par la famine. » C'est la seule et unique fois que Staline utilisera le terme de famine pour qualifier la situation en Ukraine. Mais bon, vous connaissez le bonhomme, vous vous doutez bien qu'il va pas faire grand chose pour améliorer la situation. Mais ça prouve une chose, Staline sait que la famine commence à sévir en Ukraine. Mais au lieu d'aider les campagnes, en revoyant à la baisse ses objectifs, il va au contraire, pour soumettre la paysannerie ukrainienne, prendre des décisions qui vont aggraver la famine. À partir de là, Staline donne l'ordre de réprimer toute résistance paysanne pour protéger les récoltes qui sont dues à l'État. Le 7 août 1932, un décret appelé la loi des épis stipule que tous ceux retrouvés en train de voler du grain ou en train d'en cacher sera considéré comme un voleur de la propriété socialiste, un motif passible d'une condamnation à 10 ans au goulag. Les agents de l'OGPU, la police politique de Staline, sont envoyés dans les campagnes pour perquisitionner et interroger tous ceux soupçonnés de participer au sabotage koulak en cachant leurs récoltes. Staline envoie aussi en Ukraine deux de ses plus proches collaborateurs, Vyacheslav Molotov et Lazar Kaganovich. Leur mission est de ramener l'ordre, de mener à bien la collectivisation et surtout empêcher que l'Ukraine ne fasse sécession comme lors de la guerre civile. Car en fait, Staline est persuadé que l'Ukraine est infiltrée par des espions étrangers, notamment des espions polonais, qui seraient là pour participer au démembrement de l'URSS. Vu de Moscou, l'Ukraine est donc perçue comme le point faible de l'Union soviétique. C'est pourquoi elle doit être dressée et servir de rôle modèle pour toutes les autres républiques soviétiques. Voici ce que dit Staline dans une lettre adressée à Kaganovich. Le plus important maintenant, c'est l'Ukraine. Il faut la transformer en véritable forteresse de l'URSS, en république exemplaire. Sans ces mesures, nous risquons de perdre l'Ukraine. Et pour ne pas perdre l'Ukraine, Staline ne va pas envoyer l'armée, mais il va plutôt se servir d'une arme beaucoup plus sournoise, la faim. Juste après les récoltes de l'été 1932, qui s'avèrent sans surprise catastrophiques, Staline fait mettre en place à l'automne deux commissions dirigées respectivement par Molotov et Kaganovich. Staline leur donne tous les pouvoirs. Sous leurs ordres, les réquisitions de l'État deviennent de plus en plus importantes et les sanctions toujours plus brutales. À partir de là, la famine qui a lieu en Ukraine change de nature. Elle n'est plus comme la famine qui frappe au même moment les autres campagnes soviétiques, et qui est la conséquence d'une collectivisation trop rapide. Non, là, la famine en Ukraine découle directement et principalement alimentée par la volonté de Staline d'utiliser la faim pour soumettre l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine spécifiquement? Je pense que vous avez un début de réponse, mais je vais y revenir un peu après. En attendant, en seulement quelques semaines, la situation se dégrade brutalement et le manque de nourriture fait des victimes par milliers. Mais le pire de la famine a lieu pendant l'hiver. Entre le mois d'octobre 1932 et février 1933, les deux commissions dirigées par Molotov et Kaganovich vont activement participer à l'aggravation de la famine. Sont formées ce qu'on appelle les brigades de fer, composées de membres du Parti communiste, appuyés par des agents de l'OGPU. Ensemble, ils se livrent à une féroce répression contre les paysans ukrainiens. Toutes les exploitations agricoles accusées d'abriter des koulaks, ou tous ceux qui ne remplissent pas leurs objectifs, sont inscrits à ce que les soviétiques appellent le tableau noir. Si une exploitation se retrouve sur cette liste, elle est immédiatement privée de nourriture. On retire à ces paysans leurs outils, tous leurs animaux et leurs dernières réserves de nourriture et de grains.
On va même jusqu'à leur confisquer certains biens, comme des bottes ou des édredons censés tenir chaud. Tous les magasins sont vidés et toutes les dettes doivent être remboursées immédiatement, en plus d'une taxe supplémentaire pour dédommager l'État. Les vergers sont rasés, les arbres fruitiers sont abattus pour empêcher que les paysans ne mangent leurs fruits. Et les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, sont eux aussi tués pour qu'eux non plus ne puissent pas servir de repas. Parfois, ce sont des villages entiers qui sont déportés. Juste pour le mois de novembre 1932, ce sont presque 50 000 personnes qui sont condamnées au goulag au titre de sabotage du plan de collecte ou de vol de la propriété sociale. Pendant toute la durée de la famine, ce sont en tout 210 000 personnes qui sont arrêtées rien qu'en Ukraine. Pour les quelques paysans qui ont encore de la force, ils réussissent à atteindre les faubourgs des villes où ils finissent par mourir dans les rues, faute d'aide de la part des habitants effrayés et eux aussi mal ravitaillés. Les cadavres qui s'accumulent sont rassemblés dans des fosses communes, voire dans certains cas, on ne prend même plus la peine de les enterrer. Au pire de la famine, des cas de cannibalisme sont même rapportés. En parallèle, au mois de décembre 1932, Staline prend la décision de mettre fin à l'ukrainisation. En faisant ça, il revient sur la décision qu'avait prise Lénine au lendemain de la guerre civile, et qui permettait à chaque république soviétique de garder sa propre identité. Par exemple, l'Ukraine ne sera plus dirigée par des Ukrainiens, mais par des Russes, à l'image de Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, qui se verra placé en 1939 à la tête du Parti communiste ukrainien.